Quand on veut écrire une histoire, il est indispensable de connaître le langage des émotions. C'est une alchimie dans laquelle les éléments peuvent interagir jusqu'à transformer la vie des autres. Cette vidéo est une introduction qui vous donnera les bases nécessaires pour mieux comprendre le langage des émotions afin de l'utiliser dans l'écriture d'histoires captivantes. Je suis Éric Galland, j'accompagne des auteurs depuis plus de 10 ans et je tiens le site écrireunroman.com où chaque semaine les auteurs francophones du monde entier viennent trouver des conseils pour vivifier leur écriture et partager leur expérience. Quand on veut écrire une histoire, connaître le langage des émotions est indispensable. Pour l'auteur, afin d'éviter les blocages et de rester motivé. Pour construire ses personnages et les rendre vivants, mais surtout pour provoquer l'émotion des lecteurs. À ce propos, avez-vous déjà reçu de vrais remerciements de vos lecteurs? C'est un retour d'une force incroyable. Imaginez, vous changez la vie de quelqu'un, vous lui donnez de passer un cap. Je ne parle pas seulement de le distraire ou de lui faire oublier son quotidien. Une histoire puissante peut marquer à vie. Bon, d'accord, certaines histoires peuvent à l'inverse ne rien apporter. C'est non seulement une perte de temps pour le lecteur, mais aussi pour l'auteur qui a passé parfois plusieurs années sur son clavier. Heureusement, beaucoup d'auteurs prennent les moyens de nous transporter. Ils ne se contentent pas d'écrire des histoires à vendre ou pour se faire plaisir. Non, ils y mettent le meilleur d'eux-mêmes, tout en décuplant leurs forces par le savoir-faire des géants qui les ont précédés. Et c'est pour ça que les grandes histoires traversent les continents et les millénaires, car elles touchent si profondément qu'elles peuvent atteindre tous les hommes. Certains pensent que ce n'est dû qu'au génie de leur créateur. C'est en partie vrai, mais en partie seulement. En réalité, vous pouvez vous aussi emprunter le chemin des grands. Voici pourquoi. Aussi étonnant que cela puisse paraître, toutes les grandes histoires de l'humanité contiennent les mêmes éléments. Quand l'auteur les met en contact, dans un certain ordre, il provoque une émotion. Comme en alchimie, il suffit de maîtriser les éléments et les assembler d'une certaine manière pour faire une bonne histoire. Alors, j'en vois certains qui sont un peu dubitatifs. Tout de même, Éric, la spontanéité de l'auteur dans tout ça, et sa créativité. Alors, oui, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'une seule recette, une recette unique. Ces éléments peuvent être agencés de multiples façons, comme les 26 lettres de l'alphabet peuvent remplir des milliers de bibliothèques. Mais pour en faire des mots valides, puis des phrases porteuses de sens, il y a des principes, des règles de l'art. La raison est très simple, on n'invente pas une histoire pour elle-même. On invente une histoire en vue de générer des émotions chez le lecteur. Ces émotions ont leurs propres règles. L'auteur ne crée pas leur mécanisme, mais il doit en tenir compte s'il veut arriver à son but. Alors, d'où viennent les émotions? Dans la vie, comme dans les histoires, l'émotion est toujours générée par une représentation mentale. Même quand on sent une chose, on projette une image intérieure qu'on colore avec nos propres palettes. Par exemple, quand un inconnu sourit à Pauline, elle ne va pas voir qu'un sourire. Pauline va interpréter ce sourire en fonction de son propre état émotionnel, de ses propres objectifs, de son histoire, de ses blessures, etc. Pas mal ce mec, il me fait penser à machin, encore un qui ne va pas tenir ses promesses, ou encore au secours, encore un gros lourd qui veut m'aborder. Je vous laisse imaginer d'autres situations. Remarquez, l'inconnu n'a fait que lui sourire. Mais ce sourire est tout de suite interprété par Pauline en fonction de ses expériences, de son analyse de la situation, etc. Et c'est à cette interprétation du sourire qu'elle va réagir immédiatement en ressentant des émotions. La crainte, le désir, l'espoir, l'audace, la colère, etc.
Autrement dit, ce n'est pas le sourire directement qui génère l'émotion, mais la manière dont Pauline va décider de le prendre. La naissance de l'émotion s'articule donc autour de la représentation mentale. Ainsi, quand l'auteur écrit une histoire, par ses phrases, il propose à son lecteur une certaine représentation mentale que le lecteur va s'empresser d'interpréter à son tour pour lui faire ressentir les émotions correspondantes. Ah, une petite note au passage pour les auteurs en cas de blocage. Quand vous ressentez une émotion négative, vous pouvez la modifier en changeant votre regard intérieur. Par exemple, si le blocage est lié à une critique négative mal acceptée, c'est surtout vrai chez les jeunes auteurs, mais ça peut encore arriver chez les auteurs expérimentés. Alors, racontez-vous en train d'écrire un succès. Imaginez-vous en train d'écrire des pages lumineuses, explosives, hypnotiques. Allez-y, essayez. Fermez les yeux, représentez-vous devant votre bloc ou votre clavier en train d'écrire. Vous bougez vos doigts, les mots viennent tout seuls. Imprégnez-vous de cette émotion incroyable. Ressentez-la. Votre cerveau émotionnel ne fera pas la différence entre la fiction et la réalité. Alors, imbibez-le de ce plaisir d'écrire. Cela pourra déjà faire évoluer votre motivation. Comment une histoire provoque-t-elle des émotions? Je vous l'ai dit, l'histoire est une représentation mentale. Précisons un petit peu le chemin qu'elle emprunte pour susciter des émotions. Le lecteur est naturellement capable d'empathie, c'est-à-dire qu'il peut comprendre ce que ressent l'autre. Les neurosciences ont d'ailleurs même montré l'existence de neurones miroirs qui s'activent quand le patient s'imagine ce que l'autre ressent. Dans une histoire, l'empathie permet de comprendre ce que ressentent tous les personnages. La sympathie, elle, ne s'applique pas automatiquement. C'est le désir que l'autre se sente bien, qu'il arrive à son but personnel. Dans une histoire, cette sympathie se fixe sur le personnage principal. Le lecteur s'identifie particulièrement à lui. C'est pour cela qu'on a seulement de l'empathie et non pas de la sympathie pour le méchant d'une histoire. Quand il est puni, on est content. On sait donc qu'il souffre, on a de l'empathie, et c'est ça qui nous fait plaisir, ce qui est contraire à la sympathie, vous l'aurez compris. En proposant votre personnage principal au lecteur, vous allez provoquer sa sympathie et par là, vous allez pouvoir lui faire ressentir la crainte et l'espoir, qui sont les deux émotions fondamentales d'une histoire. Tout au long de l'histoire, le personnage principal se distingue des autres personnages par cette identification. Alors, une petite remarque, le personnage principal, comme tous les autres éléments d'une histoire, n'est qu'une proposition faite au lecteur, qui peut du coup l'interpréter comme il veut. C'est la limite du pouvoir de l'auteur. Cela dit, si l'histoire est bien menée, le lecteur sera quand même fortement incité à s'identifier au personnage principal et à vivre l'histoire par ses yeux. Alors oui, dans certains cas, on peut même parler de manipulation du lecteur, mais c'est un autre sujet. Je vous propose un petit exercice. D'après vous, comment l'auteur peut-il créer cette sympathie du lecteur avec le personnage principal? Faut-il que le personnage principal soit sympathique comme on l'entend dans la vie de tous les jours des gens qu'on a envie de rencontrer? Pour répondre, basez-vous sur une ou des histoires très connues. Puis, expliquez comment vous faites avec vos propres personnages. Allez-y, proposez vos réponses en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres, cliquez simplement sur j'aime. À très bientôt sur écrire-un-roman.com.